Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver. De la salle, l'abnégation, la discipline, la volonté, c'est vraiment ce qui, voilà, c'est grosso modo, le mec qui est en train de vous parler maintenant, c'est un pur, enfin voilà, c'est le body qui l'a forgé. Je parle pas de mes biceps, ça on s'en fout. Donc quelque part, réussite, faire quelque chose qu'on aime. Faire de ta profession ce que tu aimes le plus, ta passion, je pense que c'est le plus grand luxe que tu puisses t'offrir. Donc voilà, pour moi c'est ça, réussir. Let's go, come on. Vous voulez devenir une bête? Entraînez-vous avec des bêtes. Allez. Allez, encore, tout ce que tu veux. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and past. Come on. Nice, come on. Let's go, last one. That's the last one. Nice, come on. Let's go, last one. Enzo Foucra, bonjour. salut Quentin, comment La tu forme vas? Bah écoute, Alors on essaye. merci d'avoir accepté notre invitation dans Leeds Pop. Bah merci à toi de m'avoir invité. C'est un vrai honneur pour nous de t'interviewer aujourd'hui. Merci. Et merci du fond du cœur à Escalform Villemont de nous avoir accueillis dans leur salle et nous avoir donné la salle à disposition carrément pour l'interview. Ma maison. C'est top. Ouais. Et on est chez toi. Ouais, On est c'est ma où tu deuxième tournes la maison. plupart de tes vidéos. Exactement. Donc c'est assez symbolique pour Bah nous. ouais, ça me tient à cœur. C'est une salle où j'ai énormément d'affection pour cette salle. Hein. Je suis arrivé ici, j'avais 21 ans pour te dire quoi. Ça date et Ouais, c'est ça beau. date et puis c'est ma deuxième maison. Donc je suis très content de tourner cette interview ici et puis de t'accueillir ici chez moi. Bah, merci beaucoup. Alors on va parler de ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Donc aujourd'hui tu es youtubeur fitness, Ouais. un des plus influents en France. Ouais. Tu es aussi modèle fitness et un athlète sponsorisé. Ouais. Donc on va découvrir tout ce monde-là à travers l'interview, mais on va surtout parler de ton parcours, de D'accord. tout ce que tu as fait dans ta vie pour réussir à savoir et voir comment tu en es arrivé là en fait. D'accord, ok. C'est notre but. T'es prêt? Ouais, allez, c'est parti. Donc on va remonter à ton adolescence. Oula. Ça remonte Tu te casses sûrement, la hein. mémoire. Mais je veux savoir moi, Ouais. quel type d'adolescent tu étais. Est-ce que tu étais comme maintenant très sportif, qui est sûr de lui et qui Ouais. est très motivé dans sa vie, ou tu étais plutôt quelqu'un de timide et tu as beaucoup évolué? Alors, avant de commencer mon premier sport, hein, avant de commencer mon premier sport qui est à la base la boxe anglaise et ensuite la musculation, bah, j'étais pas du tout sportif. Alors ça va en étonner certains. Je faisais de la musique. Et ouais, je faisais de la musique et j'étais très littéraire. J'adorais lire. D'ailleurs, la bibliothécaire à l'époque de ma ville était certainement ma deuxième maman. J'étais constamment fourré là-bas. Donc je dévorais les bouquins. Et ouais, je faisais de la musique. Alors j'étais donc en école de solfège pendant X années. Ensuite j'ai eu mon diplôme de solfège. Ouais. Donc j'étais destiné à devenir un très grand pianiste. Et puis au fil des années, bah, j'ai perdu un peu le feu sacré. Et je me suis mis au sport. Donc mon premier sport a été la boxe anglaise. Donc, parce que mon père m'a toujours dit que hormis le noblard, parce que le boxe anglaise est un très beau sport, hormis le noblard, ça sert toujours de savoir mettre un bon coup. Et il a raison. Et ensuite, bah, voilà, je me suis mis à la musculation et qui est devenu bien plus qu'un sport. C'est devenu mon mode de vie, quoi. À quel âge tu as commencé la boxe? J'ai commencé la boxe à 15 ans. Ok, Voilà. donc déjà assez tard au niveau sportif. Ouais, je te dis, j'étais vraiment pas. Je faisais du sport comme tous les mômes à l'école, quoi, mais j'étais pas un féru de sport. Non, moi j'étais le petit intello. J'étais le petit intello, donc ouais, le nez constamment dans les bouquins et quel que soit le domaine, j'ai l'anthropologie, la zoologie, j'étais féru de mythologie. J'adorais les jeux de rôle, j'étais un rôliste, donc tu vois, j'étais dans mon monde, j'étais un artiste, tu vois. Donc non, pas prédestiné à faire du sport comme je fais maintenant, quoi. Mais mine de rien, il y a des gens qui vont dire que tu as carrément changé parce qu'aujourd'hui tu parais sportif. Mais moi, dans tes vidéos, dans ce que je vois, Ouais. t'éduques énormément. Il y a vraiment quelque chose t'es comme un professeur qui parle à travers ses vidéos. Ouais. Donc se passer d'un télo, ça reste toi quand même dans ta façon de fonctionner. c'est surtout cette j'avais pas trop cette vocation, tu vois, de pédagogie quand j'étais ado. Moi, quand j'étais môme, j'étais un peu le. Bah, j'aimais divertir les potes. J'étais la grande gueule, tu vois, j'étais un peu le troubadour. Enfin, quand je dis grande gueule, c'est la grande gueule sympa, pas la grande gueule irrespectueuse. Hein. Mais je pense que cette vocation de pédagogie et ce côté un peu tu vois, carré, c'est venu par la suite avec mon parcours, je pense.
Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu avais une volonté de divertir par la suite, c'est-à-dire même à travers la vidéo, quoi, tout court, ou alors la vidéo t'es tombé dessus un peu par hasard? Non, j'étais pas prédestiné à faire ça. J'étais vraiment pas prédestiné à faire ça. En plus, il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. Moi, à 16 ans, Internet, tu vois, on avait du 64K, c'était vraiment. Non, c'était un domaine qui, je sais même pas si l'internet existait, non, je déconne. Mais c'était aux antipodes de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. Maintenant, Internet et notamment YouTube, c'est devenu le vecteur. Demain, si tu as un contenu, si tu as quelque chose à dispenser aux gens, voilà, YouTube, force est de constater que YouTube est devenu le vecteur par excellence. Donc non, j'étais pas prédestiné à faire ce que je fais maintenant. Est-ce que au niveau de ton état d'esprit quand tu étais plus jeune, tu étais comme maintenant, c'est-à-dire toujours quelqu'un qui veut aller vers l'avant, toujours déterminé à progresser, à même aider les gens? Est-ce que tu étais dans cet état d'esprit-là ou tu étais complètement différent? Ouais, je suis bélier ascendant bélier. Donc, comme moi, bélier. Ouais, pousse-toi. Donc c'est ça, c'est pousse-toi de mon chemin. Ça veut pas dire que j'écrase les autres, ça veut pas dire ça, non, mais quoi que je fasse, enfin quoi que j'ai pu faire dans ma vie, je suis toujours allé à fond. Je suis toujours allé à fond. Si je ne suis pas allé au fond de certaines choses, c'est parce que je n'avais plus cette envie. Et l'envie, le degré de ton envie détermine le degré d'engagement dans quoi que tu entreprennes. Dans quoi que tu entreprends. Donc, au final, non, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été quelqu'un d'assez perfectionniste. Et d'ailleurs, ça se voit encore aujourd'hui. Donc, non, j'ai toujours été déterminé comme jamais, quoi que j'entreprenne. Au niveau professionnel, au niveau de l'école, tu es allé jusqu'où? Est-ce que tu as des diplômes particuliers? Alors ouais, j'ai un DUG de LEA, langue étrangère appliquée. Je parle l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Ok. Et bon, Dieu sait que ça m'a aidé, hein, puisqu'après je suis devenu flic. Non, je déconne. Donc j'ai fait des études de langue étrangère appliquée. J'ai toujours été passionné par les langues étrangères, au point où je demandais à ma grande sœur, alors que j'étais en CM1, de m'apprendre l'allemand. Ce qui fait que je suis arrivé en 6e en sachant, déjà en connaissant quasiment le contenu de la 6e, ce qui fait que j'ai survolé l'année de 6e, et puis je suis un passionné de langue étrangère. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que l'allemand devrait être ma première langue, en l'occurrence celle que je maîtrise le plus. Aujourd'hui, je veux dire, personne n'échappe à l'anglais, donc c'est l'anglais que je maîtrise le plus. Mais je suis un passionné de langue étrangère, ouais, j'adore ça. Tu nous as parlé du fait que tu sois rentré dans la police. Ouais. À quel âge tu es rentré dans la police? Je suis rentré à 21 ans. Et sur quelle décision tu avais envie de faire ça depuis tout petit, ou ça t'a pris un coup? Alors, secrètement, tous les gamins, on a tous vu des... Alors peut-être pas toi, parce que peut-être tu es un peu trop jeune, mais peut-être que tu les as vus maintenant. On a tous baigné dans des films à la Stallone, des films avec des héros, ou alors avec ce mythe de l'héroïsme des mecs cagoulés, tout ça machin. Donc secrètement, on rêve tous d'être ces mecs-là, tu vois. Et j'en faisais partie. Et donc, comme j'avais perdu le goût des études, et quand tu perds le goût des études, c'est un peu dur de continuer tes études. Et moi, je suis quelqu'un qui, encore une fois, comme je te l'ai dit, hein, dès l'instant où je ne suis plus passionné par ce que je fais, voilà, je change de livre. Et donc, j'ai décidé de me lancer et de devenir, enfin d'essayer tout du moins de caresser l'espoir de devenir un de ces héros. Et donc, mon cœur balançait. Police, armée, police. L'armée, c'était pour devenir nageur de combat. Je ne saurais pas dire pourquoi, j'ai toujours une fascination pour ces... c'est énorme. Ouais, et la police pour tout ce qui est raid et puis GIPN. Et voilà, et en fait j'étais dans ma ville, je passe à côté du commissariat, je rentre, je prends un dossier d'inscription et puis voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Et pourquoi, c'était quoi au plus profond de toi-même qui t'a poussé à rester toutes ces années dans la police? Parce qu'il faut quand même avoir un énorme mental pour pouvoir rester dans un univers qui est dur, mine de rien, dans la vie de tous les jours. C'est très très dur. Donc comment tu as réussi à trouver la volonté et la force de continuer pendant toutes ces années? Parce que tu es resté 15 ans dans la police, ce qui est énorme. C'est un métier qui est très difficile. D'ailleurs, je remercie encore une fois toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes, hein, qui font ce travail. Parce que c'est un travail qui est très difficile, d'autant plus dans des départements comme dans celui que j'ai officié, en l'occurrence le 93. Donc ma carrière a été jonchée en fait, j'ai intégré, et c'est pour ça que je suis resté assez longtemps, j'ai réussi à intégrer les unités que je voulais. C'est ce qui fait que ces années passent très vite. Moi, mes 15 ans de police, je ne les ai pas vus passer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je faisais ce que j'aimais. J'ai intégré, j'ai eu la chance, ou tout du moins je me suis donné cette chance. Nuance, pas parce que je suis le meilleur, hein, tout simplement parce que j'ai travaillé et que le travail paye. J'ai intégré
ce que je voulais comme unité. Et voilà, donc je te dis, ces 15 ans sont passés comme, comme un éclair. Et ouais, je suis super fier du parcours que j'ai fait. Quand tu rentres dès le début dans la police, Ouais. comment tu ressens, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce niveau-là de ta vie? Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là où tu rentres et tu arrives et tu as ce métier-là, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait en fait dans la police? Ouais, ou même ton ressenti, ton état d'esprit quand tu rentres et quand tu découvres ce monde. Alors voilà, faut savoir une chose, en école de police, en fin d'année, selon ton classement, un peu à l'inspecteur la bavure, hein, un vieux film pour ceux qui l'ont vu, tu as un grand tableau, enfin bref, et on annonce les postes par rapport à ton classement. Et moi, j'étais bien placé. Et j'ai pris sciemment le 93. Je voulais aller dans le 93. Alors certains se sont dit, ouais, il est fou. Alors que je pouvais rentrer quasiment chez moi, ce qui est l'objectif numéro 1 de la plupart des personnes, tu vois, des élèves gardiens de la paix, c'est de se rapprocher de chez eux, ce qui est tout à fait compréhensible. Et moi, je voulais aller dans le 93. Parce qu'encore une fois, je savais qu'en commençant, entre guillemets, peut-être par ce qui est le pire, ça me permettrait de me faire mes armes pour pouvoir, si tu veux, grosso modo, j'avais déjà un plan en tête. Et j'invite toutes les personnes, quel que soit l'objectif, quelle que soit l'entreprise, d'avoir un plan. Il faut avoir un plan. Si tu n'as pas de plan, tu finis dans le plan de quelqu'un d'autre. Donc non, moi je l'ai abordé avec sérénité parce que c'était un choix que j'ai sciemment fait parce que j'avais un plan. Donc non, ça s'est très bien passé, j'étais super excité. Tu nous as parlé des unités dans lesquelles tu rêvais de rentrer et que tu as réussi dans lesquelles tu as réussi à rentrer. Qu'est-ce que tu as fait du coup, dans quelles unités tu as pu rentrer? Ah, tu veux que je t'explique ma carrière dans la police? Ouais, moi j'espère que tu as beaucoup de cartes, ouais, parce que ça va être super long. Donc j'ai commencé comme tout gardien, j'ai commencé stagiaire. Alors très vite, je crois qu'au bout de 3 mois, d'ailleurs je devais être le plus jeune fonctionnaire de France à rentrer en bac, j'ai été coopté, parce qu'à l'époque tu étais coopté, il n'y avait pas de test bac. J'ai été coopté donc pour rentrer en brigade anticriminalité dans le 93, qui pour moi était pas... C'était pas une finalité, si tu veux, alors que c'est une unité qui est sympa, qui est très sympa. C'était pas une finalité de carrière pour moi. C'était un tremplin justement pour faire mes armes et pour pouvoir ensuite accéder aux unités que je voulais. Encore une fois, ça rentre dans le cadre de ce que je t'ai dit. Avoir un plan. Il faut un plan. Donc une fois, et donc pendant que j'étais en bac, j'avais planifié, j'avais bloqué entre guillemets, 1 an où je me suis préparé comme un damné. On avait l'impression d'ailleurs, si certains collègues pouvaient en témoigner, on a l'impression que je partais aux Jeux Olympiques. Donc je m'entraînais, je nageais beaucoup, je faisais de la musculation, je courais. D'ailleurs, je ne suis pas mécontent de ne plus courir, mais bon, voilà, il faut se donner les moyens. J'ai passé mon diplôme de plongée, j'ai passé mon diplôme de parachutisme pour vraiment essayer d'être le plus complet possible. Et donc, j'ai préparé les tests RAID. Et un jour, j'ai mon chef de bac qui vient me voir et qui me dit, Enzo, est-ce que tu as entendu parler que la DST, à l'époque la DST, maintenant c'est la DGSI, donc c'est les services secrets français, mais intérieurs, la DGSE s'occupant de l'extérieur. Il m'a dit, est-ce que tu es au courant que la DST va créer son propre groupe d'intervention? Alors DST, tu as le prestige, et puis DST, tu as aussi les moyens. Donc je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Donc j'ai fait mon rapport. Ça n'a pas loupé, un buzz national, je crois qu'il y a eu 1500 ou 1600 demandes nationales pour 5 places. Ah oui. Ouais, là, je me suis pris une douche froide. Mais bon, comme je disais, moi, 5 places, moi, il m'en faut qu'une, tu vois. Donc je répondais comme ça avec humour. Mais n'empêche que j'étais quand même déterminé à réussir. Et puis voilà, donc 5 places, puisqu'en fait le groupe en entier était composé de 15 opérateurs. Ils en prenaient 5 en externe, c'est-à-dire qu'ils allaient piocher dans le vivier de la police nationale, et les 10 autres étaient pris en interne, parmi des agents qui étaient déjà nettement mieux formés, d'un point de vue tactique et tout, que les collègues en commissariat. Donc voilà, on a bataillé. On était, je crois, 26 ou 27 durant la semaine de test, durant la dernière semaine de test, c'est-à-dire la vraie semaine de test, donc t'imagines l'écrémage. Et voilà, j'ai été pris. Donc j'ai fait mes années dans le groupe. Donc tu comprendras bien, un rêve de gosse, quand on te remet ta cagoule, c'est... C'est incroyable. Ouais, c'est... Surtout quand t'as... Je t'en reparle, c'est... Surtout quand t'as 1500 personnes à la base, quoi. Ouais, c'est même pas ça. Tu sais, je vais te dire une chose. Ouais, ça me fout toujours les... Quand on m'a appris que j'étais reçu, je me rappelle, j'étais mis au vert chez mes parents. Je continue à m'entraîner. Il fallait que je pense à autre chose. Donc je continue à m'entraîner comme si je me préparais. T'imagines, j'avais même pas levé le pied, rien du tout. Et un jour, je rentre chez moi. Et je me rappelle, ma mère regardait la télé dans le salon. Et moi, je reviens tout transpirant et tout, machin. Et j'ai le téléphone qui sonne. Je vois un numéro masqué, je décroche, je demande à ma mère de baisser la télé.
Et j'entends donc oui, allô, monsieur Foucra, oui, lieutenant D à l'appareil, je suis un des examinateurs des tests pour le groupe. Tu m'aurais mis tu m'aurais mis un cardio-fréquence-mètre, je pense que j'étais à 200. C'est un moment de vie. Ouais. Il m'a dit, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes pris. Et là, je me suis mis à pleurer. Tu sais pourquoi je me suis mis à pleurer? Parce que j'ai repensé à chaque minute où je me suis entraîné. À chaque minute où je me suis donné du mal durant cette année. Dans les conditions qui pleuvent, si je me suis préparé, c'était la canicule, je m'en foutais, j'y allais. Chaque moment où j'ai eu mal, je me suis dit voilà. Est-ce que ça reste pour toi le moment où tu as été le plus fier de toi dans ta vie? Ouais, indubitablement. Indubitablement. Je t'en parle, d'ailleurs ça doit se ressentir. Je pourrais raconter 50 fois cette histoire, d'ailleurs si j'enlevais mon sweat, j'aurais la chair de poule de la tête aux pieds. Ouais. Je dis souvent, c'est le moment d'une vie. C'est le moment d'une vie parce que je te dis, c'est lorsque tu repenses à tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, poussé par cette conviction, par cette détermination et qui finalement... Et j'ai dit à ma mère, voilà maman. Ça a payé, ça a servi à quelque chose. Et à la suite de ça... Alors à la suite de ça, bon, j'ai quitté le groupe parce que, tu sais, il faut savoir qu'après un certain nombre d'années, ce genre d'unité, il y a de la fatigue. Donc il y a un turnover qui se fait. Donc il faut laisser la place aussi aux jeunes parce que tu vieillis malheureusement. Donc du 109. Mais avant de partir de la DST, j'ai voulu explorer une autre facette du travail. Donc j'ai travaillé dans le renseignement. J'étais agent de renseignement pendant à peu près 2 ans. Et à la suite du quoi, une fois que j'avais fait le tour, une fois que la boucle a été bouclée, j'ai décidé de renouer avec la vie privée et retourner en commissariat. Donc je suis retourné en bac sans aucune appréhension. Certains auraient pu voir ça comme une espèce de, tu vois, de rétrograder un peu dans l'échelle, tout ça, machin. Non, tout simplement. Tu sais pourquoi j'ai jamais eu ce souci? Parce qu'encore une fois, il faut te rappeler d'où tu viens. Il faut savoir d'où tu viens. Et moi, j'ai jamais senti ça comme une régression. Non, je suis retourné auprès de ma première famille. Et qu'est-ce que tout ce parcours-là t'a appris dans ta vie? La police, ça m'a apporté énormément de choses. Tu sais, quand tu es policier, que tu as 21 ans, 21 ans, tu es un môme. On te donne une plaque, on te donne une arme et on te donne des pouvoirs. Donc ça t'oblige indubitablement à te responsabiliser, alors que foncièrement à 21 ans, tu es un môme, hein, encore une fois. Donc ça t'oblige à te responsabiliser. Non pas être responsable de toi-même, mais tu vas devoir être aussi responsable de tes potes, de tes collègues. Parce que si tu n'es pas aussi responsable d'eux, ils peuvent perdre leur vie. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir été entouré lorsque j'étais en bac, et d'ailleurs, s'ils me regardent, je les embrasse tous, parce que c'est comme des frères, d'avoir été entouré d'anciens qui m'ont aidé à énormément mûrir très vite. Parce qu'encore une fois, tu as 21 ans. Ça m'a apporté bien sûr la rigueur, la discipline, l'envie de travailler, la volonté de l'effort, la détermination, aller au bout des choses parce que tu sais que ça va payer. Et l'empathie. Je pense que en tant que policier, vu que tu es proche de la nature humaine, tu dois développer de l'empathie. Et indirectement, tu développes de l'empathie. Parce que foncièrement, si tu n'as pas cette capacité à te substituer à la personne à qui tu as affaire, qui est en face de toi, tu vas peut-être ne pas agir de la bonne façon. Et donc, au même titre qu'un coach doit faire preuve d'empathie pour, encore une fois, déterminer sa politique d'action face à la personne qu'il a affaire. Il faut comprendre les gens. Exactement. Il faut voir, tu es au premier rang de ce qui est capable, malheureusement, du pire qu'est capable la nature humaine. Donc tu dois être à même de faire preuve d'empathie parce que tout le monde n'est pas pareil. Ne pas sortir les griffes, alors que ça ne nécessite pas. Il y a une capacité, il y a un jugement à faire et encore une fois, ça passe par cette empathie. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui voudraient avoir ton parcours dans la police. Qu'est-ce que tu as à dire à un jeune de 20, 21 ans qui rêve de ça, qui se lance, qui y va, qui est en train de le vivre et qui a envie de lâcher l'affaire parce que c'est trop dur? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là? J'ai envie de dire que lâcher l'affaire, c'est le véritable échec. J'ai envie de dire, lâcher l'affaire. Le pire échec que tu puisses faire, c'est de ne pas essayer. Fais-le. Et si tu échoues, prends des notes. Voilà à quoi servent les échecs. À prendre des notes. Pour la prochaine fois, ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais le seul véritable échec, c'est ceux qui ne tentent pas. Donc à ces jeunes-là, j'ai envie de dire, si c'est vraiment ce qui les fait vibrer, s'ils veulent vraiment connaître ce moment d'une vie, il faut qu'ils s'accrochent, il faut qu'ils travaillent dur, mais qu'ils travaillent 10 fois plus dur que les autres.
Ne jamais lâcher l'affaire. À la suite de ça, tu arrives directement sur YouTube ou il y a un temps de latence entre les deux? Non, il y a un petit temps de latence. J'ai fait un break avec. Alors avant de démissionner complètement de la police, j'ai décidé d'explorer un autre domaine. J'ai pris un an de disponibilité. J'ai fait de la protection rapprochée. Ok. Ouais, pour une boîte très grosse boîte à l'époque. Je ne sais pas si elle existe encore. Et donc je travaillais principalement pour les gros groupes financiers, comme HSBC et tout, ou alors LVMH. Donc j'allais à l'étranger où j'ai eu quelques stars ici. Donc voilà, c'était un truc que je voulais faire. Et donc j'ai eu la chance d'intégrer cette boîte. Et puis avec le CV, ça les a inspirés. Et ouais, c'était une bonne expérience. Mais voilà, un an, ça suffisait. Et à la suite de quoi, je le dis souvent, on m'avait proposé la BRI, enfin des services assez prestigieux. Mais tu sais, quand tu as goûté, quand tu as mangé le plat de tes rêves, demain je peux te servir des plats qui sont exquis. Tu as mangé le must, tu as goûté le pinacle. Tout paraît fade. Et c'est pour ça que je dis, quand ça suffit plus de tourner la page, il faut changer de livre. Donc j'ai décidé de démissionner et de me lancer sur YouTube. Enfin, de me lancer sur YouTube, tout du moins de me lancer dans le fitness. Puisque le choix était évident. Alors je vais te montrer une vidéo. Ouais. Tu vas la regarder et après on va discuter. Voilà, j'ai peur. Voilà, fou. Alors cette vidéo qui arrive, qui a été un gros succès, il y a plus d'1,4 million de vues, je crois. Ouais. Comment tu décides de te lancer sur YouTube? Comment je décide de me lancer sur YouTube? Premièrement, je pense que j'ai toujours eu j'ai toujours caressé l'espoir. Alors moi, je regardais des vidéos de Rob Ritchie. J'aimais beaucoup Rob Ritchie à l'époque. Et je me suis dit, c'est le mec qui explique, j'aimais bien parce que je me retrouvais un petit peu dans son côté très carré, un petit peu au niveau technique. Et force est de constater que c'est vrai qu'il y avait un manquement. Je trouvais qu'il y avait un manquement au niveau de la pédagogie technique en France. Donc il y avait déjà, tu vois, le créneau. Ce qui est important, il faut que ton contenu soit pertinent. Et si tu peux apporter du contenu qui n'est qui est encore une fois pertinent, c'est pas plus mal. Donc il y avait déjà ce côté créneau. Et ensuite, alors ça peut paraître très cliché, de dire ça, mais j'ai cru en mon idée. Alors je vais te raconter une anecdote. Au moment où Enzo TV, c'était juste une petite idée, tu vois. J'appelle un de mes potes, Robin, s'il me regarde, hein, je l'embrasse, un très bon ami à moi qui est policier, qui a d'ailleurs travaillé avec moi durant 1 ou 2 ans sur la chaîne, qui m'a énormément aidé à l'époque, parce que j'étais nul en montage. Et je l'appelle, je fais Robin, j'ai une idée, je pense que ça va marcher. Et je me suis repris tout de suite, écoute-moi bien, je me suis repris tout de suite. J'ai fait non, ça va marcher, je te jure que c'est vrai. Et quand je lui ai exposé l'idée, je pense que ma voix devait transpirer la conviction. Parce que je suis quelqu'un qui, des fois on pourrait même penser que je gueule, mais je suis quelqu'un qui est animé, quand il est convaincu des choses qu'il dit, je suis animé, je suis comme ça. Et je pense qu'il a ressenti cette conviction. Et me connaissant, il savait que j'allais aller au bout des choses. Et il m'a dit ok, j'aime ton idée, je vais t'aider. Donc encore une fois, ça peut paraître cliché, mais tu dois être convaincu de ton idée. Avant de fédérer, avant de chercher à ce que les gens qui t'entourent te supportent, te soutiennent, et surtout croient en ton idée, tu dois être le premier à y croire. Donc voilà. Je sais que sur YouTube, quand on regarde toutes tes vidéos, Ouais. t'as, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est un professeur qui parle et qui explique les choses carrément, simplement bien sûr. comme elles le sont. Mhm. Est-ce que tu as une volonté, est-ce que c'est important pour toi d'éduquer les gens sur Internet par rapport au sport, par rapport à ce qu'il y a dans le fitness? Parce qu'on voit beaucoup de chaînes YouTube, on voit beaucoup de comptes Instagram, on voit beaucoup de choses qui se disent sur la musculation, même dans les médias. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi d'éduquer ces gens-là et de leur montrer la vérité? Bah, bien sûr. Non, mais c'est hyper important. La connaissance, c'est la base de tout. La connaissance, c'est la base de tout. Et là, je vais parler de ma paroisse. La technique, s'il y a bien un point commun entre tous les sports, mais du golf au curling en passant par la musculation, c'est la technique. Si tu n'as pas la technique, c'est-à-dire si tu n'apprends pas à bien marcher, n'espère pas courir. Et donc c'était important pour moi d'aider les gens surtout à s'assurer d'avoir une bonne technique. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est youtubeur, on est aussi influenceur, mais indirectement nous sommes des ambassadeurs du fitness. Et un ambassadeur, des ambassadeurs qui, j'espère d'ailleurs pour mes collègues, enfin tout du moins moi c'est ce qui m'anime, c'est
cette volonté de fédérer une communauté autour de cette formidable mais exigeante discipline qu'est le culturisme. Donc foncièrement, si tu n'apportes pas les connaissances aux personnes pour qu'ils aient une bonne technique, qu'est-ce qui va se passer? Un gars va aller en salle, il va avoir une mauvaise technique, il va se blesser, il va arrêter. Ou alors, il ne va pas progresser, il va se démotiver, il va arrêter. Ce qui va totalement à l'encontre de ce qu'on veut faire. On est des ambassadeurs. Et moi, je trouve ça formidable quand des gens m'envoient des messages en me disant « Écoute Enzo, voilà, j'ai commencé la musculation grâce à ta vidéo, je me sens mieux. » Mais ouais, c'est ça, tu sais. Il y a un truc sur cette terre qui s'appelle l'argent. C'est con, hein, parce que ça paye le toit sur lequel tu dors. Mais foncièrement, il n'y aurait pas cet argent, je ferais exactement la même chose. Parce que ça n'a pas de prix. Quand un mec te dit, je tairai son nom, mais il sait qui c'est, et je le salue d'ailleurs, quand un mec se dit, Enzo, avant de voir tes vidéos et avant que je m'occupe de lui, j'étais sur le point de me foutre en l'air. Et qu'au final, quand je t'en parle, j'ai la chair de poule, et qu'au final, il vient te voir de très loin pour te dire, voilà, je suis né tel jour en fait. C'est-à-dire le jour où il a repris possession de son image, le jour où il s'est réconcilié avec soi-même. Mais putain, tu t'imagines un peu la fierté? C'est incroyable. Mais encore une fois, malheureusement, tu as un truc qui s'appelle l'argent. C'est con. Mais je ferais exactement la même chose s'il n'y en avait pas. Parce que ça n'a pas de prix, ce genre de choses. Parce que ce sont ces genres de choses dont tu te rappelles lors du dernier bilan, quoi. C'était l'impact que tu voulais avoir sur les gens? Ouais, bien sûr. Bien sûr. D'un point de vue on va dire pratique, c'est cette volonté, faites les choses correctement. Faites les choses correctement. Parce que les gens qui réussissent font les choses correctement. Les gens qui réussissent, quel que soit le domaine, ce sont les gens qui ont eu conscience que les connaissances sont importantes. Encore une fois, ne pas essayer de courir quand tu ne sais pas marcher. Donc ça, c'est d'un point de vue pratique. Mais après, je voulais aussi passer ce message. Tu sais, j'ai utilisé une phrase lors d'une de mes toutes premières vidéos, où c'était ma première vidéo motivation, qui était d'ailleurs, le montage était catastrophique, mais bon, voilà, j'avais fait avec les moyens du bord, je connaissais rien en montage. Et je disais que la vidéo que vous allez voir n'est pas une démonstration de mes capacités, mais le reflet de vos possibilités. Alors bon, malheureusement, tu sais, tu as toujours des gens qui sont binaires, hein, premier degré, hein, ils se sont dit « Ouais, non, mais attends, c'est pas possible, on peut pas faire tes perfs, tout ça, machin. » C'est pas ça, ils n'ont pas compris le message. Il faut savoir lire entre les images. Moi, ce que je veux que les gens voient, c'est cet engagement, cette détermination, cette volonté de travailler. Je veux redonner le goût du travail, de l'effort aux gens pour leur dire, grosso modo, durant les vidéos, si tu comprends le message, c'est voilà, le travail paye, travaille. Et redonner confiance en eux. Je le dis souvent, je le répéterai toujours. Malheureusement, le plus grand mal du siècle aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus confiance en eux. En plus, c'est à certaines administrations, dont je tairai le nom, qui prennent un malin plaisir à accentuer cette perte de confiance. Ce que je veux dire aux gens, c'est vous pouvez le faire, vous pouvez opérer cette transformation, vous pouvez être une meilleure version de vous-même. Dès l'instant où vous avez l'envie, soyez déterminés, travaillez, surtout travaillez. C'est important que les gens prennent conscience de ce qu'ils sont capables de faire. Bien sûr, mais bien sûr. N'ayez pas peur de l'échec. Encore une fois, l'échec est fait pour prendre des notes. N'ayez pas peur de l'échec. Vous n'êtes pas plus con, il faut arrêter de croire que les gens qui réussissent dans la vie ont une espèce d'aura divine. Ce sont des gens comme toi et moi. Ils vont faire pipi, ils vont faire caca, ils saignent. Ce sont des gens qui ont été animés par une conviction, qui se sont attachés à cette conviction et qui ont travaillé. Et j'ai envie de dire à chaque personne, lève-toi gars, t'as tout ce qu'il faut. Il faut que tu en aies envie. Alors tu nous parles de détermination, de motivation, de réussite, Ouais. et t'encourages les gens à aller vers ça. Ouais. Mais comment toi, tu t'es retrouvé à avoir cet état d'esprit, concrètement? Comment ça t'est arrivé? Tu sais, je vais te raconter une chose qui est qui est assez comique. Et je vais commencer par une formule que j'utilise souvent. Et tu vas comprendre ce qui dicte ma détermination depuis autant d'années. Ce qui fait que je m'ouvre les tripes et que je vais au bout des choses, ou tout du moins j'essaie d'aller au bout des choses depuis tant d'années. Et je continuerai encore. Quand tu changes ta manière de voir les choses changent. Je vais t'expliquer une chose très simple. Être sur Terre, par exemple. Le fait que je sois devant toi, tu sais que je suis le résultat d'une suite de probabilités tout bonnement hallucinantes. Le fait d'être sur Terre, le fait que ce soit moi qui te parle, je suis plus chanceux qu'un gagnant à l'euro-million. Il a fallu pour que je sois là que mon père rencontre ma mère. Mon père a rencontré une autre femme, c'était pas moi qui te parlais. Ma mère a rencontré un autre homme, c'est pas moi qui te parlais. Ils m'ont conçu tel jour à telle heure. 20 minutes plus tard, c'est peut-être pas moi qui te parlais.
Ou un autre jour, c'est peut-être pas moi qui te parlais. Et là, on va parler biologie. Ce spermatozoïde qui allait jusqu'au bout, qui a franchi la ligne d'arrivée, si c'était un autre, c'est pas moi qui te parlerai. Donc au final, la seule conclusion que tu peux en tirer, c'est que être en vie est une chance. Et c'est ça que je dis. C'est en ce sens que je dis changer sa manière de voir les choses. En changeant ta manière de voir les choses changent. Parce que ça te permet d'apprécier la véritable valeur des choses. Et être encore une fois sur cette terre, c'est une chance. Et de facto, tu la respectes, cette chance. Et comment tu la respectes? En vivant ta vie comme tu l'as décidé, comme tu l'as vu, comme tu l'as envie. C'est ça, respecter sa vie. Et moi, tu sais, ça va te paraître très funeste ce que je vais te dire. Mais moi, je pense au dernier bilan, l'ultime. C'est-à-dire le moment où malheureusement, on va tous quitter la scène. Et je pense qu'à ce moment-là, je ne me poserai pas comme question, qu'est-ce que j'ai eu comme voiture? Dans quel pays je suis allé voyager? Dans quel pays j'ai voyagé? Enfin bref, mais bien. Je vais penser aux souvenirs, mais il y a 3 questions que je vais me poser. Qui j'ai été? Qu'est-ce que j'ai fait? Et quel est le souvenir que je vais laisser aux vivants? Est-ce que le passage, est-ce que mon passage sur Terre aura rendu les choses meilleures? Est-ce que j'aurais rendu le monde meilleur quelque part à mon échelle? Ce sont ces choses-là qui font que je me lève tous les matins avec cette rage, parce que je respecte ma vie. Alors maintenant, tu vas me dire, le bonheur est on ne peut plus relatif. Pour certaines personnes, ça va être fonder une famille, avoir des enfants, ce que je respecte totalement. D'autres, ça va être l'épanouissement professionnel. Le tout étant d'être en harmonie avec la conception que tu as de ta vie. C'est ça, respecter sa vie. Et si pour ça, ça me demande de travailler comme un bagnard, je travaillerai comme un bagnard. Quoi qu'il arrive, tu vas aller vers tes objectifs. Bien sûr. Alors, tu es devenu une personnalité publique, un athlète, Ouais. donc tu as attiré les sponsors. Ouais. Maintenant, je veux parler de ça parce que c'est quand même quelque chose qui paraît surréaliste et qui paraît… tout le monde croit que c'est bien et que dès que tu vas avoir n'importe quel sponsor qui va te contacter, pour les mecs qui sont sur Instagram et qui font du fitness, ils vont tous être comme des fous. Mais est-ce que tu peux nous raconter déjà comment toi on t'a contacté Ouais. et comment tu as fait le choix de travailler avec cette marque au lieu d'une autre? D'accord. Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que ça aurait même pu faire, tu vois, tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que ça aurait pu faire l'objet d'une vidéo sur ma chaîne. Donc ça sera sur la tienne et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Donc en fait… de tous mes sponsors, le premier contact a été bien sûr un contact par mail, parce qu'ils n'ont pas mon numéro de téléphone. Mais par contre, à la suite de chaque mail, c'est-à-dire j'ai répondu par mail, à la suite de chaque mail, il y a eu soit un contact téléphonique ou soit une rencontre IRL. Les jeunes sauront ce que ça veut dire, un face-to-face, comme on fait maintenant. Et pour discuter un petit peu des termes, la négociation bien sûr. Et donc voilà quoi. Donc ça a été mail et ensuite contact pseudo-humain quoi. Tu as été sponsorisé au début par MyMuscle. Oh, j'ai eu un sponsor avant qui s'appelait Univers Protéines et ensuite j'ai eu Protein Center, qui étaient deux petits sponsors mais à qui ça s'est super bien passé. Et tu gagnais ta vie avec eux ou Ouais, j'étais Univers Protéines, c'était principalement de la rétrocession. Et ensuite, oui, il y a eu à partir de Protein Center, il y a eu de la rémunération pécuniaire. Ouais. Est-ce que tu peux parler des dangers que ça peut apporter, du piège dans lequel peuvent tomber certaines personnes à aller et se mettre avec n'importe quel sponsor sans forcément tester les produits auparavant et vendre, entre guillemets, des choses mauvaises aux gens? Si j'ai des conseils à leur donner pour éviter de se faire piéger, par exemple, dans un premier temps, vérifier le sérieux de la boîte. Ça se vérifie comment? Tu peux aller sur société.com déjà, ça peut être un bon début. Ensuite, de voir sa présence sur Internet. Est-ce que le site est bien agencé? Est-ce qu'il est bien tenu? Est-ce qu'il est mis à jour? Ce sont des indicateurs du sérieux d'une boîte. Voir aussi la communication. Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils sont complètement inexistants? Ce sont déjà des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille. À la suite de quoi, je pense qu'il risque d'y avoir dans un premier temps un mail. On voit tout de suite les mails qui sont préformatés et envoyés à la volée. Déjà se méfier. Quand on sent que le mail a été, alors c'est très difficile, après c'est un peu avec l'expérience, quand on sent que le mail a été vraiment rédigé à notre égard, déjà ça rassure un petit peu. Les mails qui sont envoyés à la volée, moi j'en reçois je ne sais pas combien par jour, donc déjà se méfier un peu. Ensuite, répondre à ce mail. Premier cas de figure, s'il n'y a pas de retour, next. Il ne faut surtout pas insister, n'insistez surtout pas. Et ensuite, s'il y a un retour, ne pas se cantonner à une négociation ou tout du moins par mail. Ayez un contact humain. Alors qu'est-ce que j'entends par contact humain? Soit une rencontre, encore une fois, réelle,
en face à face, hein, ou alors tout du moins avec un intermédiaire X de la boîte, ou alors tout du moins un appel téléphonique. Il faut avoir un intermédiaire avec qui vous pouvez directement dialoguer. Ça montre déjà que cette boîte a une réelle volonté à recevoir l'athlète au sein de, ou tout du moins à ce que cet athlète représente leur société. Donc voilà, ne pas se cantonner uniquement par mail. C'est important pour toi de représenter qu'une seule marque à chaque fois Ouais. et pas t'étendre sur plein de choses différentes. Ouais, ça c'est un conseil que je donne. Ne soyez pas un catalogue. Ne soyez pas un catalogue. La règle numéro 1, pour être entre guillemets crédible, pour bien représenter une marque, c'est que tu dois être convaincu par cette marque. D'accord ? Tu dois être convaincu. Qu'est-ce que ça s'appelle être convaincu ? C'est soit toi-même te projeter en tant qu'éventuel client, en toute honnêteté, te dire voilà, c'est une marque que je pourrais acheter, ou encore mieux, l'acheter, être client. Alors, une petite anecdote, par exemple, on a un sponsor, mon sponsor actuel, Prozis. Il faut savoir que d'ailleurs, j'ai demandé au responsable Prozis France de sortir mon historique de client, parce que j'étais client chez Prozis. Je totalise plus de, je crois, 120 commandes chez Prozis. Donc, encore une fois, il faut être convaincu par cette marque. Et ne pas être un catalogue, c'est-à-dire ne pas représenter de la prot, une casquette, les casquettes, des pompes, des préservatifs, hein, bref, ce que tu veux, parce qu'en fin de compte, c'est grosso modo se tirer une balle dans le pied. Vous allez perdre toute crédibilité quant à une véritable représentation de cette marque. Donc, un seul sponsor. Trop de sponsors, tu le sponsors. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui le font aussi pour arrondir un petit peu les fins de mois, mais non, c'est un piège qu'il faut éviter. C'est un piège qu'il faut éviter. Comment ils peuvent être sponsorisés ? Est-ce que c'est au nombre d'abonnés sur Instagram ou est-ce que c'est aussi à la personnalité des gens ? Je ne pense pas que ce soit véritablement au nombre d'abonnés, même si malheureusement ça a quand même un certain impact. Je pense plus que c'est vis-à-vis de ce que tu partages, vis-à-vis de la personne que tu es, vis-à-vis de ton activité aussi, de ta fréquence d'activité. Si tu es quelqu'un qui poste une fois toutes les semaines, après tu as les personnes qui postent. Et je pense qu'il y a aussi les personnes qui véhiculent un véritable message. Je prends le cas par exemple de mon ami Shams, qui lui a perdu 110 kilos. C'est énorme, j'ai vu sa transformation. Franchement, félicitations à lui, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc un gros bisou à lui, frérot. Voilà, c'est ce que j'appelle, ou alors Bionic, Edgar, à qui je fais un coucou, hein, oui, mais ce sont des gars qui portent des messages. C'est ça qui est important. Edgar dit grosso modo, voilà, excuse-moi l'expression, fuck le handicap. Voilà les gars, ce qu'on peut devenir avec de la volonté. Et Shams, voilà, se réaccapare, se réapproprie cette vie qui avait peut-être glissé à un moment des mains, et avec brio, quoi. Aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux pour la suite ? C'est-à-dire ta chaîne YouTube, dans quel monde tu veux l'emmener ? Est-ce que tu veux continuer à faire des vidéos explicatives sur le muscu ou même plus parler de mentalité, de motivation, de détermination ? Ou est-ce que tu veux rester dans le même créneau Moi, tu sais, Enzo TV, je la fais comme je l'ai pensé. Enzo TV, à la base, c'était une chaîne pédagogique, ça restera une chaîne pédagogique. C'est pas la chaîne la plus marrante, c'est pas la chaîne la plus divertissante. Je te chaque une vanne de temps en temps, mais c'est des vannes de vieux, tu sais, ça fait rire que moi, quoi. Et toi aussi, parce que tu es quelqu'un de poli. Mais non, ça reste une chaîne pédagogique. J'ai envie, grosso modo, que ce soit un petit peu l'encyclopédie. Tu sais pas faire un exercice, t'hésites, on va aller chez Papa Foucra, tu vois, ou Tonton Foucra, réviser un petit peu, tu vois. Donc non, ça restera. On me propose, hein, et je sais pertinemment que demain, si je faisais par exemple des vlogs, lifestyle, tout ça, machin, je sais que j'élargirais, si tu veux, mon potentiel spectateur, entre guillemets, tu vois, mon potentiel abonné, mais je m'en fous royalement. Et j'espère que tu me crois quand je sais que je m'en fous royalement. Parce qu'encore une fois, je fais les choses comme je les pense. Et moi, j'ai envie avant tout aider les gens. Savoir dans quel sens je me frotte la nuque sous la douche, qu'est-ce que ça va t'apprendre ? Est-ce que ça va te rendre meilleur ? Est-ce que ça va te rendre plus intelligent ? Savoir que je bois un jus d'orange le matin, est-ce que ça va te rendre plus fort ? Est-ce que ça va t'armer davantage pour réussir ce que tu veux dans la vie ? Non. Moi, je veux contribuer à ce que les gens réussissent. Tu vas apporter du concret. Ben ouais, parce que tu sais pourquoi ? Moi, j'aimais les belles histoires, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que ce que tu fais, c'est une belle histoire. J'aime les jeunes comme toi, et les moins jeunes aussi, qui entreprennent. J'aime les gens qui entreprennent.
Et force est de constater que tu fais plus les choses bien. Voilà ce que je veux. Je veux revenir à ce moment où tu as commencé à bien monter sur YouTube et où sûrement la première personne t'a reconnu dans la rue. Comment était ta réaction quand quelqu'un te demande une photo J'ai dit que c'était 20 €. Non, je déconne, 10. Non, bah c'est. Je toujours trouvé ça sympa. Là, je suis venu en Uber. Voilà, le mec il savait pas trop. Tu sais, il y a cette. Moi, je suis un mec comme toi, je suis un mec comme n'importe qui. Je pense que c'est cet écran qui fait que les gens se disent waouh, tu vois. Mais en fait, je fais pipi, je fais caca. Hein. Je fais pipi, je fais caca, je pète, voilà, comme tout le monde. Moi, il n'y a pas de végétarien. Moi, je reste égal à moi-même. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, des fois, ça donne lieu à des situations cocasses. J'ai croisé une fois un gars. Je faisais mes courses. Et il vient me voir, il me dit ouais, ta vidéo sur les abdos, super, hein, franchement génial. Tu sais ce qu'il avait dans la main? Il avait un paquet de brownies. Et moi, je prends mon air sérieux et je suis. C'est pour qui ça? Et là, il me dit c'est pour les enfants. Bien sûr, hein, on la connaît le coup des enfants. Les enfants, ils ont bon dos. Et moi, pour déconner, je te jure que c'est vrai, je dis repose-moi ça. Tu me crois si je te dis que le mec, je le croise aux caisses, il n'avait pas son paquet de brownies? J'ai été obligé, j'ai appelé, j'ai dit non mais je déconne. Non, il y a des situations cocasses, je trouve ça super sympa. Par contre, je n'ai jamais snobé quelqu'un. C'est important pour toi. Mais bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je me suis déplacé, j'ai fait mon petit tour de France pour aller pour aller à la rencontre des gens qui ne pouvaient pas, soit par moyen financier, soit par moyen logistique, venir aux événements, on va dire, majeurs. Parce qu'il faut savoir dire merci aux gens. Alors effectivement, à la base, peut-être que je fais un travail qui plaît, mais comme je le dis souvent, je le répéterai toujours, Quentin, ce sont eux qui donnent cette valeur à mon travail. Demain, toi, tu peux faire le meilleur travail du monde. S'ils ne sont pas là pour lui donner de la valeur, c'est un travail sans fin. Enfin, c'est un travail qui est fait en vain. Et il faut faire preuve de considération, de reconnaissance auprès de ces personnes. Ce sont eux, indirectement, qui me permettent de vivre de ce que j'aime. Il faut les remercier. Mais bien sûr qu'il faut les remercier. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, un petit message à ceux qui disent oui, The Foucra, il fait pas de compète, ça sert à rien d'être sec, tout ça, machin. D'un autre côté, je vais te dire une chose. Mais je conçois pas, par rapport à ce que je viens de te dire, par exemple, de venir dans un salon dans une forme physique dégueulasse. Mais déjà, je me respecterai pas, mais je respecterai pas ces gens en qui j'insuffle de la motivation, de l'inspiration. Il faut savoir, voilà, ça fait partie du témoignage de reconnaissance. C'est une forme de considération, c'est important. C'est un exemple pour eux. Un exemple, je sais pas. Certains y trouvent de la force, certains y trouvent de la motivation. Moi, dès l'instant où je leur donne, où ce message dont je t'ai parlé tout à l'heure passe, pour moi, le job est fait. Parce qu'au final, on s'en fout de la taille des bras, tout ça, machin. Ouais, c'est sympa, mais il faut encore une fois voir au-delà de ça. Moi, quand je vois un beau physique, c'est pas la taille des biceps, c'est pas la symétrie, c'est pas les veines qui m'impressionnent. Bien sûr, c'est joli. Mais moi, ce qui force mon respect, c'est tout le travail que ça a demandé à cet athlète. C'est ça. Là, je me dis oui, le mec, il les a posés, il les a pris, il les a posés sur la table. Et ça, je respecte. Et quel que soit le domaine, hein. Moi, encore une fois, j'aime les belles histoires. Comme toi, par exemple. Tu fais les choses correctement, tu débutes une chose et tu fais les choses comme un professionnel. J'aime ça. C'est un exemple de ce que tu nous donnes, ta mentalité, ta façon de voir les choses. Franchement, c'est assez énorme et c'est assez impressionnant de discuter avec toi sur ces sujets-là parce que tu es conscient de tout ça, tu as ce recul-là et tu sais avoir le bon message vers les gens. Et je trouve ça très important. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'apanage de l'âge. Il faut bien un avantage à vieillir. C'est qu'on parle, quand je dis on, c'est les personnes qui ont un certain âge, on parle par expérience. Tu sais, je me suis planté sur plein de trucs. Mais comme je te l'ai dit, j'ai toujours pris des notes. Je me suis pas dit, ouais, non, c'est bon, j'ai loupé, j'arrête. Donc, encore une fois, il y a un avantage à vieillir. Et je pense que la plus belle chose que tu puisses faire, c'est d'impacter positivement la vie des gens. Donc, ce message, c'est comme un bouquin. Tu le lis, il t'apporte, tu le gardes pas pour toi. Tu le donnes à un pote, qu'il donne à un pote, qu'il donne à un pote qui en a besoin. C'est ça qui est beau. Oui, il y a une phrase que je retiendrai toujours de toi, qui est dans une de tes vidéos, que j'avais même repartagée sur Instagram, c'est tu dis
il y a 2 moments importants dans la vie d'un homme, Ouais. quand il arrive au monde et quand il comprend pourquoi. Ouais, c'est important de savoir pourquoi on est destiné, c'est important. C'est important parce que ça revient, ça revient à respecter sa vie aussi. Il faut savoir de quel bois on est fait. Moi, je sais de quel bois je suis fait. Et j'ai eu cette chance, ou peut-être, de savoir très vite de quel bois j'étais fait. Et je savais, encore une fois, ce que je voulais. Parce que j'avais ce plan. C'est important. Si j'ai un message à passer à tous ceux qui nous regardent, quoi que vous entrepreniez, ayez un plan. Parce qu'encore une fois, si tu n'as pas de plan, tu as de grandes chances de finir dans le plan de quelqu'un d'autre. Donc c'est important. Et comme dirait Hannibal Smith, jusqu'à maintenant, le plan s'est déroulé sans accroc. Mais pourquoi ? Parce que moi, je ne suis pas le meilleur. Moi, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas né meilleur, je suis très loin de tout ça. La seule chose en laquelle j'ai réellement confiance, c'est ma capacité de travail. Moi, je suis un cheval de labour. Je ne rechigne pas envers le travail. Parce que le problème, c'est que tout le monde va aller du point A au point B. Dès l'instant où tu leur expliques tout le travail qui va leur être demandé, il n'y a plus personne. Moi, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'encore une fois, seul le résultat compte. Quels sont tes autres projets pour la suite? Qu'est-ce que tu veux développer? Alors, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très superstitieux. Hein. Et donc, généralement, je ne parle pas trop de mes projets parce que tu as la majorité qui te souhaite du bien et tu as les autres tu vois, qui te mettent l'œil. Mais pour toi, rien que pour toi, Quentin, parce que bon, tu fais partie de la famille. Hein. Je pense que je vais écrire un ouvrage. Je vais écrire un ouvrage pour condenser tout ce que j'ai dispensé au niveau technique sur YouTube. Parce que YouTube, on ne sait pas demain ce qu'il en est, ça peut ne plus exister. Le papier, lui, subsiste, il reste. Et donc voilà, ce sera l'écriture d'un ouvrage, je pense. Ouais. Ouais. Merci Enzo Foucra. Merci à toi, merci de m'avoir invité. Et puis bonne continuation. Bonne Bon continuation. courage pour la suite. Au plaisir. Ciao, Plus tard. salut. Bye.